Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais suite à une vidéo que je vous ai sortie il y a quelques semaines. C'était une pile à lire où je vous parlais des livres que je voulais lire pour compléter un challenge, un livre par pays. J'en avais sélectionné 5, j'en ai lu 4 et je vais vous en parler. À la base je voulais attendre de les avoir tous finis, mais en fait il se trouve que le dernier j'ai eu un peu de mal à m'y mettre et je vais vous en parler. N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre un petit j'aime si vous aimez le contenu de la chaîne ou si vous avez envie que je fasse plus de vidéos de ce genre, notamment sur un livre par pays. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu les livres dont je vais vous parler ou si vous avez déjà lu des livres des pays dont je vais vous parler et s'il y a un pays en particulier pour lequel vous auriez une recommandation ou dont vous aimeriez que je lise de la littérature du dit pays. N'hésitez pas aussi, si c'est pas déjà fait, à vous abonner et on enchaîne tout de suite avec la vidéo. Le premier c'était pour le Sénégal, c'est une si longue lettre de Mariam Ba. C'est un livre dans lequel elle imagine un personnage, Ramatoulaye, qui est en période de veuvage et donc les femmes en période de veuvage au Sénégal, elles ont une reclusion traditionnelle et pendant cette reclusion traditionnelle, elle va écrire à sa meilleure amie. Elle va en profiter pour ressasser un peu leurs souvenirs d'amitié, leurs souvenirs de vie de femme au Sénégal. Et c'est donc un très bon prétexte pour parler de la condition des femmes au Sénégal. C'est un classique apparemment de la littérature sénégalaise et c'est un livre qui est assez vieux quand même. Je sais plus quand est-ce qu'il a été écrit, j'ai plus la date, mais j'étais estomaquée quand j'ai appris la date parce qu'il y a des problématiques très actuelles qui sont évoquées, telles que les grossesses hors mariage, les rapports sexuels protégés pour éviter les IST, ce genre de choses, la question d'être une femme et d'être indépendante, le divorce, est-ce que je l'ai déjà dit? J'ai pas dit, mais le divorce aussi. C'est un livre qui se lit très vite, qui est assez court, et c'était très très chouette parce que, même dans la traduction française, donc il y avait des mots spécifiques à la culture sénégalaise, et à la fin il y avait un glossaire, c'était super intéressant. J'ai eu vraiment cette impression que je recherchais de voyager à travers la littérature, donc ça c'était très très chouette. J'ai adoré avoir ce regard sur la condition des femmes au Sénégal, qui était un regard en même temps moderne et en même temps qui remettait en question, mais en même temps elle était pas dans le jugement, elle est quand même dans l'appréciation de sa culture, dans l'appréciation de ses traditions et de son mode de vie, tout en sachant qu'il y a des choses à revoir, qu'il y aurait moyen d'améliorer. Elle nous parle aussi de sa meilleure amie qui du coup a un profil très différent du sien. C'est une femme indépendante qui a divorcé de son mari au moment où il a voulu prendre une seconde épouse. Elle a refusé d'avoir le statut de coépouse, elle a donc divorcé. Aujourd'hui, elle vit de manière très indépendante, mais avec ce que ça peut supposer quand même de problématique d'être une femme seule qui élève ses enfants. Et le personnage principal, au contraire, elle est mariée avec un homme et elle a dû supporter au bout de je sais plus combien d'années de mariage le fait qu'il veuille se remarier avec plus jeune. Ça a apporté au sein du couple beaucoup de problématiques, de jalousie, elle s'est sentie laissée, abandonnée et elle a pu en vouloir à la nouvelle femme, mais ce qui est bien, c'est qu'elle est jamais dans le jugement des autres femmes à 100%. Elle est tout le temps en train d'essayer de comprendre, donc c'était super chouette comme livre, ça se lisait très vite et c'était percutant. C'est pas un coup de cœur, mais on était vraiment pas loin. Ensuite, pour la Corée du Nord, j'ai lu La fille aux 7 noms. Je serais incapable de vous prononcer le nom de l'autrice. C'est une histoire vraie, c'est l'autrice qui nous a raconté son histoire, c'est une transfuge nord-coréenne. Elle est partie de Corée du Nord vers la Chine, puis de la Chine, un périple très très compliqué pour arriver en Corée du Sud, et pour ensuite y avoir l'asile politique, et donc elle nous raconte tout son parcours. C'est un énorme coup de cœur, j'ai beaucoup pleuré. C'est un livre qui est quand même violent, donc attention, il est pas forcément fait pour tout le monde. Cela dit, je trouve que il est moins violent que d'autres livres que j'ai pu lire parce que je trouve que dans sa manière de gérer le récit ou d'aborder certaines problématiques, elle est moins... Par exemple, l'exemple que j'ai, c'est d'abord ils ont tué mon père sur le génocide perpétré par les Khmers rouges au Cambodge. Ça c'est vraiment très très compliqué à lire, j'ai fait des cauchemars et tout. Un livre que j'ai adoré, mais voilà, sensible s'abstenir. Celui-ci, il est très triste et il y a des sujets durs et violents qui sont abordés, mais je pense qu'il est peut-être plus accessible pour des gens qui seraient un peu sensibles pour ces sujets-là. Quelque chose qui était assez perturbant avec ce livre, c'est que ça me faisait beaucoup penser à des dystopies, notamment des dystopies un peu young adulte, genre Divergente, tout ça. Le prologue, par exemple, quand je l'ai terminé, je me suis dit, je suis en train de lire une dystopie, en fait. Je suis pas du tout en train de lire un récit réel d'une personne, un truc qui s'est déroulé il y a à peine quelques années. Je suis en train de lire une dystopie. Ce sentiment a persévéré tout au long de la lecture, et je pense que c'est dû à deux facteurs. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction et de fantasy qui s'inspirent de pays ou de situations culturelles et politiques qui existent déjà, et notamment pour les dystopies, il y a eu beaucoup d'inspiration du nazisme, beaucoup d'inspiration du fascisme, beaucoup d'inspiration de dictatures qui ont existé ou de régimes politiques qui ont existé. Quand je lis Divergente ou quand je lis Hunger Games ou d'autres dystopies qui ont pu me faire penser
à cette histoire-là, c'est parce que c'est des livres qui sont très imprégnés de contextes politiques et sociaux réels. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, elle a pas écrit son livre seule, elle l'a écrit avec un co-auteur, je sais plus le nom non plus, il est écrit en très petit sur la couverture, mais il est là. Et je pense que ce co-auteur, il l'a beaucoup aidé à gérer le rythme de son récit, parce que c'est un récit qui donnait pas l'impression de juste lire la vie de quelqu'un de manière chronologique, avec un rythme qui était pas forcément toujours maîtrisé, parce que la vie n'a pas toujours un rythme qui est maîtrisé, il nous arrive pas toujours des choses hyper effrénées. Là, c'était hyper bien travaillé, les chapitres, parce que c'était chronologique, mais en même temps c'était thématique, donc on sent qu'il y avait un vrai travail d'écriture derrière, et chaque chapitre s'arrêtait de manière un peu cliffhangeresque, si je puis dire. Il y avait une manière vraiment de gérer le chapitrage et de gérer l'écrit qui donnait envie de continuer à lire, et qui donnait un peu cette impression de lire de la fiction. Donc je pense que c'est très bien dans la mesure où ça rend ce témoignage accessible à plus de gens. Par exemple, les gens qui n'ont pas l'habitude de lire de la non-fiction vont pouvoir se tourner vers ce genre d'ouvrage aussi. Mais d'un autre côté, j'avais du mal justement à dissocier la fiction de la réalité. Je me disais, là, je suis en train de lire un roman de dystopie. Et il me fallait vraiment un déclic pour me dire, mais non, là, t'es en train de lire, c'est réel ce que tu lis en fait. Allez. C'était vraiment un énorme coup de cœur. Je suis tellement heureuse d'avoir découvert ce livre, déjà parce que je ne connaissais pas grand chose, voire rien de la Corée du Nord, de son régime politique, de la manière dont ça fonctionnait, et c'était intéressant de le découvrir. Et ensuite, ça parle de tout le périple qu'elle fait pour passer d'un pays à l'autre, pour éviter la police, pour éviter les gouvernements qui veulent la renvoyer en Corée du Nord, pour se faire obtenir l'asile politique, pour discuter avec ses parents, le fait d'être loin de sa famille. C'était très intéressant, hyper percutant, et c'était intéressant aussi parce que le début, les premières années en Corée du Nord, elle nous les raconte, elle est encore dans cette espèce de naïveté où elle vit pas une vie terrible en fait, elle est pas mécontente de sa vie, elle est pas trop mal placée dans ils ont ce qu'ils appellent un songbun, c'est en gros une espèce de hiérarchie sociale quoi. Grâce à sa famille, à ce qu'ils ont fait pendant la guerre, ce qu'ils font aujourd'hui, le métier de ses parents, son songbun est assez élevé, ce qui permet de pouvoir avoir un peu plus de ressources, d'avoir des meilleurs logements. Donc vous voyez, c'est pas du vrai communisme quoi, hein, on est bien d'accord. Hein. C'était assez intéressant qu'elle nous parle de son pays avec son regard de petite fille, et en fait elle s'est déconstruite sur la Corée du Nord et ce que la Corée du Nord lui apprenait par exemple à l'école qui était complètement faux, vraiment mais des années après. Il y a aussi toute cette idée de savoir qu'elle a quitté son pays et de savoir que la vie dans son pays au final était pas une vie dans laquelle elle aurait voulu évoluer toujours parce que ça manquait quand même cruellement de liberté, tout en ayant envie d'y retourner parce que c'est son pays. Même en Corée du Sud, qui est quand même la Corée et qui a quand même un langage similaire, peut-être des manières de se nourrir similaires, des plats similaires, etc. Il y a eu tellement qui a séparé les deux pays qu'en fait elle s'y retrouvait pas et elle avait le mal du pays, et c'est très intéressant, je trouve, ce sentiment de se dire il y a un vrai truc où les Nord-Coréens ils se sentent seuls après, et elle en parlait super bien, vraiment il est incroyable, je vous le recommande. J'ai noté dans ma wishlist plein d'autres livres sur la Corée du Nord, du coup des témoignages de réfugiés, de transfuges, et ça super intéressant, triste, terrible de se dire que c'est des situations qui ont encore cours aujourd'hui, que c'est hyper... Le livre, je crois qu'il a été publié en 2013, pour vous dire, c'est hyper actuel. Donc ça, c'est un peu terrible, c'est compliqué de lire ça. Je pense que c'est ça qui m'a fait d'autant plus pleurer, hein, en fait, c'est de se dire que un, c'est réel, et deux, c'est très 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 actuel. Ça se passe là, en ce moment, probablement. Mais une très chouette découverte, et voilà, contente d'avoir donné une chance à ce livre. Ensuite, pour la Bolivie de Rodrigo Asboun, j'ai lu Les Tourments, livre très étrange, qui a des critiques plutôt mitigées, voire négatives sur internet. C'est un livre super court où on va suivre une famille allemande qui part vivre en Bolivie puisque le père était impliqué dans la production de films de propagande nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fuit pour aller en Bolivie pour recommencer un nouveau départ. Le père est très idéaliste et il se dit que maintenant il va réaliser des films où il va essayer de trouver une cité perdue, je crois des Incas. Et il emmène ses filles avec. On suit le récit à travers les yeux de ses 3 filles et de l'un des amants des filles. On va suivre la vie de la Bolivie, que ce soit politique ou sociale. C'est très fragmenté comme récit, donc d'un côté c'est bien parce que ça donne une vision assez large de ce qui se passe en Bolivie et dans la vie de ces jeunes filles, dans cette famille qui va être fracturée, aussi fracturée que le récit finalement. Et d'un autre côté ça m'a un peu perdue par moments, surtout que j'ai pas une grande connaissance de l'Amérique latine et de la Bolivie, de la politique en Amérique latine, de l'histoire de l'Amérique latine, donc c'était un peu compliqué par moments de suivre. Mais je trouve ça génial
génial parce que les 3 filles, elles vont avoir un parcours très différent chacune. On va en avoir une qui va vouloir couper les ponts complètement avec sa famille, une qui va être un peu prise dans les traumas de sa famille et qui va se sentir un peu forcée de maintenir le lien à ses dépens, une qui va se mettre à fond dans la politique de son pays pour pouvoir libérer la Bolivie et pour pouvoir s'indépendantiser, et elle va rejoindre le Tché notamment. Donc je trouve que c'est super intéressant parce que ça nous donne un panorama qui est hyper complet et très très émouvant. Et donc sur internet, les gens sont pas hyper convaincus parce que c'est bizarre, parce que c'est fragmenté, parce qu'il y a quelque chose d'un peu troublant dans la manière de raconter, et je peux totalement comprendre. D'un autre côté, moi je crois que je l'ai adoré ce livre. Je l'ai vraiment vraiment bien aimé. J'aurais bien aimé qu'il soit plus long parce que c'est vrai qu'il est très très court, mais d'un autre côté, le côté court lui donne un côté percutant. Ça lui donne un aspect coup de poing, un aspect presque éphémère et instantané, qui en soi était quelque chose de volontaire et qui donnait de l'intérêt au récit. Mais je pense que ce qui en sort aussi finalement, c'est que c'est un peu brouillon. Le rendu est un peu brouillon, ça manque un peu de contexte, ça manque un peu de détails, ça manque un peu de profondeur, les personnages manquent de profondeur, leur dynamique entre eux manque peut-être aussi un petit peu de travail. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé le livre, mais je pense qu'effectivement il aurait pu être un tout petit peu plus abouti, donc je comprends les avis négatifs et mitigés sur internet. Ensuite on se retrouve en Afghanistan avec le livre d'Omera Kaderi, Danser dans la mosquée, qui est également une histoire vraie, un petit peu comme le livre de la nord-coréenne. C'est une histoire vraie, et après son récit, elle en a profité pour se battre pour les droits des gens dont il est question dans le récit. Par exemple, pour le livre sur la Corée du Nord, elle se bat désormais pour aider les réfugiés nord-coréens, aider les transfuges nord-coréens, aider les familles à se retrouver. Et là, dans celui-ci, elle se bat pour les femmes sous le régime taliban. On suit l'histoire de cette petite fille, Omera Kaderi, qui grandit en Afghanistan à Herat, si je dis pas de bêtises. D'abord sous l'occupation soviétique, donc avec les soviétiques qui régulièrement vont faire des raids dans les maisons pour savoir si tout est ok et si tout suit le régime communiste. Encore une fois, c'est un communisme qui a un petit peu dérivé, puisqu'il y a un culte de la personnalité, puisqu'il y a quand même l'argent qui régit ce régime, puisqu'il y a quand même possibilité de corrompre les politiques ou les bras armés, on va dire, dérive du communisme, qui n'est pas du tout un exemple qui fonctionne et un exemple à suivre du communisme. Et quand les gens disent qu'ils sont communistes, ils parlent sûrement pas de ça, assurez-vous. Mais du coup, elle vit d'abord avec ça. Ensuite, quand la guerre froide se termine et que l'Union soviétique est, comment dire, que n'existe plus quoi, telle qu'elle, il y a quelques années de paix, puis il y a la guerre civile, puis il y a l'arrivée des talibans. Et donc elle nous raconte à chaque fois ça. C'est super bien écrit parce que, d'ailleurs ça se voit qu'elle sait très bien maîtriser son récit et qu'elle écrit pas juste ses mémoires, sa biographie, parce que les chapitres ils sont en même temps chronologiques et en même temps thématiques, et ça c'est super chouette. C'est très chouette aussi parce que c'est pas plombant comme récit. Je veux dire, elle vit quand même des choses pas faciles avec sa famille, et il y a quand même beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments de partage, beaucoup de moments entre familles qui sont très très beaux, très très chouettes. En fait, c'est une jeune fille qui va décider, au moment où les talibans interdisent l'école pour les filles, l'éducation pour les jeunes filles, elle va décider de donner des cours clandestins dans la mosquée, donc déjà super courageuse, on admire à 100%. Et en fait, c'est des moments hyper touchants d'adelphité, de partage, de convivialité, d'entraide, et j'ai trouvé ça incroyablement chouette, ça donne de l'espoir, c'est beau, c'est impressionnant aussi, son parcours. Et parallèlement à ça, chaque chapitre se clôt sur une lettre qu'elle écrit à son fils quand elle est adulte, puisque on apprend petit à petit qu'elle a perdu la garde de son fils. Ça va donc beaucoup parler de l'Afghanistan de manière générale, mais ça parle surtout du fait d'être une femme sous le régime des talibans, ça parle du régime des talibans, ça parle du fait aussi que dans un régime dictatorial, dans un régime sévère, tout le monde est pas aussi sévère, tous les talibans étaient pas des salauds, et certains en fait vivaient aussi des choses très compliquées parce que soit ils avaient été embrigadés de force, soit ils avaient vécu des choses compliquées. Ça, elle en parle assez peu, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué qui était chouette de pas mettre en mode les talibans méchants. Il y en a, ils ont pu se retrouver là parce que ils étaient vulnérables, parce qu'ils étaient en galère, parce qu'ils y ont été forcés, et je trouvais ça intéressant d'aborder ce point. Donc bref, c'était pas un coup de cœur, mais on était vraiment pas loin. C'est une histoire qui raconte des choses difficiles, qui les raconte de manière prenante, qui les raconte bien, qui les raconte pas de manière plombante, qui laisse la place aussi à des moments d'espoir et à des moments de convivialité et de chaleur très chouettes. Donc un livre que je recommande absolument. En plus il est très court, donc il se lit super vite. Ensuite je devais lire un autre pays, je devais lire l'Iran. Je vous laisse aller voir la vidéo pile à lire pour voir les livres que j'avais prévu de lire, mais les deux j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'arrivais pas trop. Et c'est fou parce que la littérature iranienne, c'est pas la première fois que j'essaie et que j'arrive pas. Je vais finir par y arriver parce
parce que j'ai pas envie de définir mon amour pour la littérature d'un pays par les 4 livres que j'ai essayé de lire. C'est mort, il y en a bien un qui va finir par me plaire et m'intéresser. D'autant que la culture de ce pays m'intéresse beaucoup, l'histoire de ce pays me plaît beaucoup, m'intéresse beaucoup. J'ai très envie. Et je m'en suis trouvé un autre qui était pas dans ma pile à lire, c'est Quand s'illumine le prunier sauvage de Shukufei Hazar, je crois, le nom de la personne, chez Charleston. Je l'ai acheté d'occasion. J'ai hâte de le lire, mais du coup là, j'étais à bout, j'en pouvais plus, ça faisait des semaines que j'étais dessus, j'avais essayé plusieurs fois de lire les livres. Donc je me suis dit que vous en présenter 4, c'était déjà pas mal, et que au final, quand je ferai une prochaine vidéo, je vous présenterai ce livre-ci que j'aurai, je l'espère, lu. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures et de très beaux voyages littéraires.